Il y a un an, Meta préparait les Orion, des lunettes de réalité augmentée absolument dingues. 70 degrés de champ de vision, affichage stéréo, un petit bijou de technologie. Le problème, c'est que chaque paire coûtait 10 000 $ à fabriquer. Et Mark Zuckerberg lui-même disait qu'il faudrait 5 à 10 ans avant de pouvoir les commercialiser. Sauf que là, seulement un an plus tard, Meta vient de sortir des Ray-Ban avec un écran intégré à 800 $. Alors, par quelle sorcellerie est-ce qu'ils ont réussi à diviser le prix par 10? Est-ce qu'il y a eu une percée technologique majeure dont personne n'a parlé? Qu'est-ce qu'on ne nous dit pas? Stan Larocque, qui est expert en réalité augmentée et fondateur de Lynx, va nous expliquer ce qui s'est vraiment passé. Et spoiler, la vraie révolution, c'est même pas les lunettes, mais ce mystérieux bracelet qui va avec. Juste avant d'en parler, j'ai un message pour tous ceux qui veulent héberger leurs applications facilement. Hostinger, qui sponsorise cette vidéo, propose des VPS avec Docker de préinstallé et leur Docker Manager gratuit. Docker, c'est la base pour containeriser une appli et la déployer sans problème de dépendance. Et ce qui est cool là, c'est que vous avez une interface web intuitive qui remplace la ligne de commande. Plus Kodi, qui est leur assistant IA amélioré, qui vous aide à gérer le VPS. Entre ça et les perfs très solides du SSD NVMe, du processeur AMD EPYC, des sauvegardes automatiques, ils ont maintenant une offre très complète dont le KVM2 est probablement la plus optimale. En ce moment, il y a des réductions pour le Black Friday auquel vous pouvez combiner le code underscore pour avoir 10% supplémentaire. Je vous laisse le lien en description avec un tuto complet que j'ai fait sur N8N et on reprend. Là, on a l'impression qu'en un an, le progrès a été soit monstrueux, soit qu'il y a anguille sous roche, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un peu anguille sous roche quand même. L'année dernière, les Meta Orion, c'est toujours, encore aujourd'hui, un bijou technologique qui coûte encore plus de 10 000 $ à fabriquer. C'est des lunettes avec des waveguides, avec des guides d'ondes stéréo. Déjà, tu as un écran dans chaque œil. Couleur à 70 degrés de champ de vue. Dans un matériau qui est le carbure de silicium, silicon carbide, qui coûte très très cher. Pour expliquer, juste pour rappeler un peu, c'est ça qui permet, alors que même tu vas avoir un peu de luminosité extérieure, etc., de quand même arriver à distinguer des rayons qui se réfractent sur ton verre et qui arrivent dans ton œil et qui vont se superposer au réel, c'est ça? Voilà, c'est un guide d'onde, donc tu as un écran qui est là, il y a un chemin optique qui est créé entre cet écran qui projette dans cette direction-là et un retour sur ton œil. Donc ça passe par des technos de manufacturing complètement folles. Et ils utilisent du carbure de silicium parce que ça a un indice de 2,6 extrêmement élevé. Donc plus tu as un indice élevé, mieux c'est. Mais ça coûte très très cher. C'est l'indice de réfraction du coup, c'est ça? C'est ça. Là, ce qu'ils ont sorti cette année, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils ont sorti avec une marque retail grand public, Ray-Ban, un produit qui a de l'incrustation de réalité augmentée. Mais c'est pas stéréo, c'est monoculaire. Donc c'est-à-dire que c'est juste dans un œil. Donc déjà, tu divises ton coût par 2. Ok. Et après, c'est pas 70 degrés de champ de vue, c'est 20 degrés. En gros, le champ de vue humain, c'est entre 200 et 220 degrés en fonction de où est-ce que tu es dans la chaîne alimentaire, ton écart interpupillaire et tout un tas de choses. Google Glass, c'était 15 degrés. On a fait plus 5 degrés dans un produit étiqueté Ray-Ban, Meta. C'est pas la même techno de guide d'onde, ça coûte moins cher. On sait où c'est fabriqué, on sait combien ça coûte. Ça coûte quand même relativement cher dans le sens où je pense que, comme ce que j'ai dit les autres années, ils continuent de vendre à perte. Elles sont vendues à combien? Ouais, elles sont à 800 $. En fait, la techno qui est dans qui a fini comme étant le guide d'onde des Meta Display, c'est une techno qui a 5 ans et que j'ai pu essayer il y a très longtemps. Donc il y a cette photo où je prends un selfie avec ce prototype. Le prototype s'appelle Lummus Maximus. C'est de la société Lummus, qui est une société israélienne qui fait en fait le guide d'onde. Ils avaient fait cette démo en utilisant un LCOS de Compound Photonics. Donc Compound Photonics, c'est une société qui faisait l'écran, qui s'est fait racheter par Snapchat. Donc voilà, le monde est tout petit. Donc Lummus Maximus, vous voyez, j'ai une image qui est projetée dans mes yeux sur les 2 yeux et on reconnaît un peu le pattern qui est donc sur les Meta Display. Vous pourrez regarder, il y a des stries sur une partie de l'écran et ces mêmes stries, on les trouve au-dessus de mes sourcils. Donc voilà, ça c'est une vidéo que j'avais prise avec mon téléphone de ce qu'on voit à travers ce Lummus Maximus. Donc vous voyez, on voit l'image un peu qui est projetée
y a une espèce d'aberration, une aberration chromatique où en fait on pense que l'uniformité de la couleur dans l'image là typiquement n'est pas très bonne. En fait c'est un problème plutôt de l'appareil photo que de l'image. Vous avez pu tester les lunettes, l'image est très correcte, les couleurs sont très bonnes. C'est la question que j'allais vous poser. Donc Mathieu, tu l'as essayé, toi aussi tu l'as essayé. Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé de manière, en termes d'expérience utilisateur et tout ça? C'était quoi votre débrief? C'est un peu ce que j'essaie d'amener en fait dans la comparaison avec ce qu'ils ont montré l'année dernière, qui est un peu le nec plus ultra. Regardez là-bas, on va y arriver. Et ce qui est aujourd'hui sur le marché, c'est-à-dire qu'en cas d'usage, par rapport à une montre connectée ou même ton téléphone, je vois pas encore trop ce que ça apporte. Très honnêtement. Enfin, je suis le premier à être défendeur de ces technos, très enthousiaste de ces technos. Je pense que c'est pas tant lié au produit, mais c'est lié au fait que Meta n'ait pas accès à Android ou à iOS autant qu'il le voudrait, et donc aux API qui permettraient de voir tes appels ou tes SMS en temps réel. Ils n'ont pas encore tout ça. C'est le gros problème et la grosse frustration de Mark Zuckerberg, c'est qu'il n'a pas de plateforme d'OS. Et c'est ce qu'il essaie de faire en fait avec les lunettes et les casques. Et donc ils ont cette limitation où tu as un super hardware, tu as des super Ray-Ban Meta Display, tu as un super bandeau, on va parler du bandeau aussi. Je dirais que le bracelet est plus impressionnant que les lunettes. Justement, on va revenir dessus parce qu'il y a plein de trucs très intéressants d'un point de vue de l'interface utilisateur et surtout de l'expérience. Dans la VR et la AR, c'est le challenge principal au-delà de la technologie. Toi, juste, ça m'intéresse aussi de ton point de vue plus d'utilisateur final. Franchement, j'ai été plutôt agréablement surpris. Je suis pas quelqu'un qui va acheter tous les petits objets connectés, devices, dès qu'ils sont nouveaux. Bon, il y a un gros problème selon moi, c'est l'écosystème beaucoup trop fermé pour moi. Mais sinon, par exemple, moi, typiquement le FOV, comme tu dis, de 20 degrés là, n'ayant pas testé autre chose, ça m'a pas gêné. Je trouve ça quand même assez cool. Là, bon, je les ai testés grâce à Soraya et Tina du studio Mej. C'est marrant parce que on s'y fait vachement vite. Genre, au bout de 15 minutes, toi, en tout cas, tu les sens plus. Alors, peut-être que sur une journée, c'est un peu lourd. Ça, je sais pas. Mais moi, j'ai trouvé que c'était très cool. En gros, pour faire un peu la liste des démos que tu fais qui sont disponibles, tu vas avoir de l'aide au déplacement. En France, donc, il y avait juste la carte. Il n'y avait pas de navigation où tu pouvais suivre un point. Ouais. Après, tu as des notifications. Ce qui, moi, je trouve, si un jour j'ai des lunettes comme ça, je veux absolument aucune notification sur mes lunettes. Horrible. Ça me terrifie. C'est horrible. Et en fait, moi, ça m'a fait penser à un truc. Ça m'a fait penser à un affichage tête haute qu'il y a dans les voitures. Exactement. En gros, c'est un peu ça. Et je te rejoins sur le côté, en fait, c'est un peu une Apple Watch. Il va y avoir un peu les applications qu'on a sur nos téléphones qui vont être portées. Donc typiquement, Citymapper, tu pourras avoir ton trajet, des trucs comme ça. En termes d'usage, ça va être proche de ton petit écran d'Apple Watch. J'ai un peu l'impression. Et donc, si l'écosystème était un peu plus ouvert et que je pouvais un peu plus bidouiller, là, honnêtement, je les achèterais pas parce que juste Instagram et Messenger, j'en veux pas. T'es très très fermé dans le monde de Mark Zuckerberg. Mais il y en a qui disent qu'il va potentiellement, s'il veut que ça soit un succès, il va être un peu obligé d'ouvrir cet écosystème. Et ça nous fait exactement les deux points dont j'avais envie de parler, à savoir cette histoire d'interface, donc du X, qui est la grosse nouveauté, toi tu le disais, c'est presque le plus intéressant. Et après, peut-être parler de l'OS et de l'écosystème et de la concurrence et tout ça. Sur cette histoire de bracelet, est-ce que tu saurais nous expliquer qu'est-ce qui est innovant dans cette nouvelle méthode d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue de l'UX, tu vois? C'est un bracelet qui utilise en fait tes impulsions musculaires pour comprendre ce que fait ta main. Donc que ce soit en rotation ou en mouvement de tes doigts. Si tu serres ta main au niveau à ce niveau-là, au niveau de ton poignet, et que tu bouges ta main, tu sens. Ouais, on sent des trucs. Tu sens des trucs. Donc on va te mettre un ensemble de capteurs autour, donc sous ce bracelet, qui vont écouter très attentivement les moindres déplacements sous ta peau. Et ensuite, inférer, en fait, déduire le déplacement de ta main, donc rotation de ton poignet. Et donc, par exemple, si tu pinces ton index et ton pouce ensemble et que tu tournes en même temps, ça peut te dire bouge un slider ou quelque chose comme ça. Parce que quel problème ça résout, en fait? Ça résout le problème de pas lever tes mains et t'as pas besoin d'être dans le champ de vue des caméras du casque ou des lunettes. Ce qui, effectivement, pour ceux qui ont un peu utilisé des casques, genre les Quest par exemple, qui se contrôlent uniquement avec les mains, peut amener une certaine fatigue au bout d'un moment où tu es là, où tu veux contrôler tes fenêtres et tout ça. La réalité, c'est que quand tu bosses sur ton ordi, tu as tes mains posées sur un bureau, c'est un peu moins prise de tête, entre guillemets. Mais le Vision Pro, par exemple, ils ont mis beaucoup de caméras vers le bas aussi, notamment pour que dans les interactions avec le tracking des mains, tu n'aies pas à lever la main et tu puisses pincher avec tes mains qui sont sur tes cuisses quand tu es assis, par exemple. Donc là, c'est très nice. La proposition alternative de Meta, toi, elle te convainc ou... Ouais, je trouve que c'est pas mal. Alors après, tu as des avantages et des inconvénients. Donc, quand tu as du tracking optique qui est fait sur un casque,
si ton volume de tracking il est correct, par exemple l'exemple que je donnais sur le Vision Pro où le volume couvert par les caméras, c'est à peu près là où on va trouver les mains. Bah, c'est bien parce que tout est dans le même device. J'ai pas un bracelet à me rajouter, que je vais devoir charger, que je vais devoir updater, etc. Donc c'est une charge en moins. Par contre, le bracelet, tu as le poids d'avoir une charge mentale en plus, d'avoir ce device et de le charger, etc. Mais quand tu l'utilises, il est peut-être beaucoup plus fiable que le tracking optique qu'on utilise actuellement. Donc je sais pas, on verra ce que les utilisateurs en diront et comment le marché se dirigera. En tout cas, nous, on fait toujours énormément de tracking optique et ça marche très bien. Et là, il y a une démo assez ouf. Apparemment, c'est sur tout ce qui est écriture de texte, ce qui est aussi en vrai un des problèmes important en VR, c'est le fait de pouvoir écrire. Alors sur le Vision Pro, la manière dont on le résout, j'ai l'impression souvent, c'est en se basant sur des outils de transcription. Donc tu parles et ça transcrit. Ça résout une bonne partie des problématiques. Ouais. Mais parfois, je pense que tu as quand même vraiment besoin d'un texte. Je sais pas, tu veux rentrer une adresse email. Bon, bah, sur le Vision Pro, il faut que tu vises avec tes yeux, bam, 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 et que tu tapes avec ton index et ton pouce. Et c'est un peu chelou. À la fin, tu es un peu fatigué. Et donc, je trouvais ça intéressant. Je sais pas ce que ça donnera, mais en tout cas, là, dans l'idée, tu peux tracer avec ton doigt, comme ça, discretos. Tu sais, imagine là, t'es là en cours, tu veux parler avec des gens, t'as tes lunettes comme ça, tu vas me dire ce que t'en penses, mais t'as tes lunettes en scred, et là, bam, tu discutes avec quelqu'un là. Là, tu vois, je te regarde. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que potentiellement, alors je veux pas inquiéter les gens en disant c'est très dangereux, mais si tu veux, ça va dessiner le tissu social de demain, tu vois, en disant, mais est-ce que quand quelqu'un me regarde, j'ai son attention. Ça va arriver dans notre espace réel en disant mais la personne qui me parle et qui me regarde dans les yeux, est-ce qu'elle fait pas aussi autre chose? Et c'est marrant, donc il y a 12 ans, si on revient en arrière, il s'est passé 2 choses. Il y a eu la sortie des Google Glass et il y a eu la sortie de l'Apple Watch. Et en fait, on peut dire que l'Apple Watch a eu beaucoup plus de succès que les Google Glass, parce qu'à l'époque, avoir une caméra là, c'était un signal extrêmement envahissant chez l'autre. Donc, si je te regarde avec une caméra, tu vas pas te comporter pareil. Et d'ailleurs, tu as des études qui le prouvent. C'est-à-dire que s'il y a une caméra dans une pièce, les personnes vont pas se comporter pareil. Et à la même époque, l'Apple Watch a bien fonctionné puisque la montre, c'est quelque chose que tu tournes vers toi, qui reste dans ton espace. Alors qu'une lunette, c'est tu vas dans l'espace de l'autre avec la caméra. Et en plus, tu as les yeux qui se baladent parce que potentiellement, maintenant, tu as un display qui est un peu plus riche que Google Glass. Je sais pas comment on va, nous, humains, chimpanzés un peu améliorés, comment on va réagir à tout ça. Je suis un peu sceptique. Je pense pas, du fait aussi que ce soit mené par quelqu'un comme Mark Zuckerberg, je pense pas que ce soit une très bonne chose. Ouais. Moi, je trouve ça intéressant ce que tu dis parce qu'en effet, j'ai eu un peu l'impression en fait d'avoir des Google Glass nouvelle génération. Et en vrai, j'étais un peu content parce que ça m'avait fait rêver à l'époque. Sauf que je pense que l'acceptation, quand même, il y a eu 10 ans on est un peu plus prêt à ce genre de technologie. Mais là où je te rejoins, c'est que moi, je me suis dit que limite, je préférais que ces lunettes n'aient pas de caméra. Parce qu'en fait, ce que j'aime bien, je ne sais pas si c'est possible, mais j'imagine que oui. Ce que j'aime bien dans cette technologie, c'est d'avoir le petit guide d'onde, le mini-écran qui m'affiche quelques infos. Et en vrai, ça ne sera pas toute la journée, ça sera de temps en temps. De toute façon, il n'y a pas une batterie pour. Je pense que, limite, il se tire un peu une balle dans le pied à vouloir mettre une caméra. Je vois complètement l'usage. Et d'ailleurs, ça a fait un carton. Il y a 1000 features où tu en auras besoin pour ton déplacement, afficher ton trajet en temps réel devant ton vélo, là. Exactement. Mais je vois ce que tu veux dire, ouais. Mais je me suis fait sa réflexion. Déjà, juste les lunettes, je voulais juste rajouter un truc, c'est qu'elles font que 20 degrés de champ de vue. Et 20 degrés, en monoculaire, c'est très bien pour afficher du texte ou de la symbologie. C'est pas très bien pour afficher des images ou des vidéos ou du contenu riche. C'est pour ça que ce que je disais au début, c'est que oui, c'est très bien comme étant un HUD, enfin tu vois, un afficheur tête haute, c'est très très bien, mais même si l'écosystème s'ouvre à 20 degrés, tu verras jamais un truc qui va remplacer ton desktop et avoir des écrans qui flottent dans l'air, parce que ton cerveau, si je te mets une image dans un œil et la réalité ou une autre image dans un autre œil, ça va te faire très mal à la tête. Si je te mets juste des lignes, donc de la symbologie, des icônes, du texte que dans un œil, l'humain sait très bien l'interpréter. Donc tu as des limites. Avec la transparence et tout ça, il va faire une sorte de mélange où en fait... Tu vas très bien mélanger, tu vas faire une composition des deux très très bien. Et donc, si tu veux, pour aller à Orion, il va falloir aller vers du stéréo, il va falloir aller vers du champ de vue plus grand. Et on reste toujours sur les 5-10 ans que tu avais dit. Et là, je m'arrêterai pas là-dessus, c'est toujours du 5-10 ans, sauf pour les gens qui sont prêts à payer très très cher. Moi, je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis sur le fait que la symbologie, c'est l'usage numéro 1. Et je trouve qu'il y a une certaine cohérence, puisque quand on regarde, comment on explique ce carton des méta Ray-Ban? Classique. Les normales.
celle qui avait donc juste la petite caméra. Il y a l'IA intégrée, bon, qui est semi-utilisée visiblement, et il y a le fait d'avoir tes écouteurs, tout ça. Mais je me dis, il y a une certaine cohérence avec le fait que aujourd'hui l'IA est un peu conne, donc c'est pour ça que tu l'utilises pas. Mais demain, tu t'imagines que tu as un assistant qui a des réelles capacités très avancées, avec qui tu peux dialoguer à la voix et avec le retour audio. Ce qui manque, le truc qui manque, c'est le feedback visuel, quoi. C'est le truc non intrusif qui fait que tu peux aller te dire, au milieu je sais pas, moi, je veux dire des trucs hyper dystopiques, je vous préviens, mais je sais pas, au milieu d'une discussion, là, moi, j'aurais de mon petit écran à droite des informations complémentaires, tu vois, du fact-checking sur ce qu'on est en train de se dire. Avec Soraya, on était en train de se dire, parfois, on oublie le prénom des gens. Enfin, on sait très bien qui c'est, mais on n'a pas le prénom. Non, mais c'est horrible. Alors là, je pense que. Mais ça, c'est le genre de problème où, même avec des lunettes, faut peut-être régler le problème avant. C'est ça. Non. C'est pas sûr que ce soit. Parce que c'est dur de retenir les prénoms. Non, mais en vrai, c'est complètement con d'avoir une technologie pour résoudre ce problème. Mais genre, c'est passé par la tête de Soraya. Moi, je crois très fort à ces devices dans le B2B, par exemple. Le problème, c'est que des lunettes, c'est un device médical. C'est-à-dire qu'à la base, c'est pour aider un handicap. C'est comme si, tu vois, les lunettes connectées, tu pourrais dire, on a fait des béquilles connectées. En fait, tu vois, d'un point de vue système, c'est pourquoi tu fais ça. Tu vois, il faut revenir pourquoi en fait tu fais ça. Donc, tu as les cas d'usage de je prends mes enfants en photo sans que je sortir mon smartphone et du coup couper le lien. Ça, c'est très bien. Mais les lunettes de base, c'est un device médical. Et après, on me dit, oh non, c'est du fashion. Mais bref, il y a encore des marches énormes à passer qui sont en train d'être passées, parce que Meta continue de mettre 1,5 milliard par mois sur ses activités. Mais pour le moment, si tu veux, il y a un seul vrai client, c'est Mark Zuckerberg. Je suis pas du tout en train de cracher sur les smart glass. C'est juste, je dis, faut faire attention. Et en fait, ces produits vont faire aussi partie du futur, c'est clair. C'est quelle place on leur donne dans notre société. Tu vois, c'est une interface, entre toi et moi, il y a tes lunettes. Qu'est-ce que ça va arrêter? Qu'est-ce que ça va permettre? Et est-ce qu'on veut que ce soit uniquement Mark Zuckerberg qui fasse la loi? Voilà, on relance la question. Justement, ça fait une transition toute trouvée sur la question de l'écosystème, justement. Ouais. Parce que Mark Zuckerberg, comme tu le disais, on se doute qu'une des motivations principales, c'est de se créer une plateforme où il est souverain. Là où, quand il met son appli Facebook chez Apple, il peut d'un jour à l'autre perdre 30% de ses revenus parce que quelqu'un d'autre l'a décidé, et ça, il n'aime pas. Et donc, ça le pousse justement à développer son propre OS, où il aura son App Store, etc. Le CTO de Meta, donc le numéro 2 de Mark Zuckerberg, qui s'occupe de l'overview de toutes les activités d'AR/VR, c'est Andrew Bosworth. Son rôle, quand il est arrivé chez Meta, c'était la pub dans le fil d'actualité. L'algorithme, le truc qui a givré le cerveau de pas mal de monde. Leur business model n'a pas changé. C'est capter l'attention des gens. Et effectivement, comme tu dis, s'il y a une plateforme qui leur empêche, par des règles de cookies ou autres, de capter l'attention des gens et d'en collecter des données et ensuite de faire du ciblage publicitaire, ils vont investir les milliards qu'il faut pour y arriver. Meta, c'était une boîte de pub, ça reste une boîte de pub. Et ce qu'il fait avec les casques et les lunettes pour essayer de détourner l'attention, notamment aux yeux du législateur, sur le cœur de ses activités et ce qui fait son oseille aujourd'hui, c'est ça. C'est les pubs. Et c'est ça qui conduit donc à se faire son propre OS. Ouais. C'est quand même basé sur une couche Android, si les souvenirs sont bons, parce que personne ne fait un OS de zéro aujourd'hui. Pourtant, moi, il y a un truc que j'ai trouvé vraiment étonnant, c'est que habituellement, quand on sort un produit hardware, c'est pas très important ce qui tourne comme logiciel dessus, parce qu'il y aura toujours des hackers qui vont s'amuser à trouver la vulnérabilité dedans et à rendre le hardware à son acheteur, qui paraît un peu normal. Tu vois, tu dépenses 800 balles, tu te dis, et si je pouvais faire un peu ce que je voulais de ce hardware, ce serait quand même plutôt normal finalement. Et donc on a vu ça avec l'iPhone. L'iPhone est sorti très rapidement, on avait Cydia qui permettait d'installer des trucs alternatifs. Incroyable. Autre exemple, avec la Kinect, le hardware était magnifique, hyper innovant. Très vite, le truc est détourné. Là, pour moi, on a un peu la même chose, c'est-à-dire que ces lunettes-là, d'un point de vue hardware, c'est quand même un petit bijou qui coûte pas si cher pour ce que ça fait, entre guillemets. Aujourd'hui, si moi je voulais des lunettes quasiment invisibles avec une caméra intégrée et des haut-parleurs, là, depuis plusieurs années, j'ai personne d'autre à aller voir que Mark Zuckerberg. Et moi, typiquement, j'ai plein d'usages à ces lunettes. Alors, si on voulait faire de la caméra cachée, par exemple, ce serait trop bien qu'on puisse faire exactement ce qu'on veut, qu'on puisse récupérer le feed temps réel et tout. Il y a des trucs de fou à faire. Et pourtant, personne n'a encore jailbreaké ces devices. Et pourtant, il y a beaucoup de gens qui ont essayé. Il y a même des gens qui offraient des rewards. Donc, typiquement, Palmer Luckey, le fondateur d'Oculus, offrait je sais pas combien de dizaines de milliers de dollars à celui qui allait jailbreaker le Quest 2 ou le Quest 3 à un moment. La culture du jailbreak, je pense que c'est une très bonne culture d'un point de vue philosophique. T'achètes quelque chose, tu vas aller jusqu'au bout du compteur. Tu vois, on te montre un compteur, tu peux aller de 0 à 100, mais non, en fait, l'OS te bride à 60. Non. T'as payé, tu vas aller à 100. Et donc, tu devrais être capable de le faire, en fait, avec ce qu'on achète autour de nous.
à commencer par nos téléphones par exemple. Meta, dans leurs dépense énormément, mais énormément d'argent dans leur sécurité, autour de leur OS, autour de leur système. Pour les mêmes raisons que j'ai expliquées avant, c'est-à-dire qu'ils veulent une plateforme, ils veulent surtout pas que tu sortes de cette plateforme. Surtout pas, surtout quand ils ont subventionné le device. C'est-à-dire que si mettons que tu achètes un Quest, si tu flashes un autre OS dessus, Linux par exemple, si c'était possible, bah pour eux c'est une perte sèche. Oui, ils ont vendu à perte. Donc ils t'ont payé pour que tu achètes leur device, globalement, et toi, tu vas faire autre chose dessus, tu vas ni consommer leur contenu, ni remplir leurs algos, donc c'est pas du tout dans l'intérêt. C'est pour ça que y a un mur énorme de sécurité face au jailbreak. Et c'est pas par hasard, c'est vraiment pour ça. J'avais pas fait ce lien. Par contre, pour répondre à ta question de caméra sur les smart glass, alors on est bombardé de pubs et de marketing de Meta, mais il y a 200 autres sociétés qui font des smart glass aujourd'hui. Plus de 200. Donc, et ils sont au niveau... Et il y en a qui sont très, très ouverts. Les casques ou les lunettes, c'est une plateforme bourrée de sensors. C'est génial, en fait, comme plateforme hardware sur lequel tu pourrais prototyper plein de choses. Mais côté smart glass, je connais des sociétés qui font des choses aussi très ouvertes, très sympas, mais qui sont pas du tout connues du grand public ou même de la plupart des geeks. Mais ça va venir. C'est parfait, ça nous amène sur la question justement de la concurrence. Et moi, le truc qui m'intrigue, c'est comment ça se fait que Apple, dont ça fait bien 10 ans qu'on nous bassine avec ces rumeurs de lunettes connectées by Apple, pourquoi c'est pas eux qui ont sorti ce produit avant, quoi? Alors, ils ont tout... Tu regardes Apple, ils ont tous les ingrédients pour le faire. On pourrait faire la même histoire avec le Vision Pro. Pourquoi la VR en 2016 avec Oculus a déboulé et pourquoi ils sortent en 2023, 2024 d'ailleurs? Parce que en fait, c'est un peu les vieux financiers des GAFAM et comme un fonds d'investissement, ces gars-là, ils prennent leur temps. Et Apple fait pas un move sur une nouvelle catégorie de device s'ils y restent pas. Tu vois, ils ont sorti le Vision Pro là, mais en fait, ils en ont 3. Enfin, tu vois, il y a une roadmap complète, ils sont là pour très longtemps. Et donc, quand ils prennent ce genre de décision, ils aiment bien prendre leur temps parce que derrière, c'est des dépenses énormes de CapEx. Et d'ailleurs, on peut le voir avec le Vision Pro. Ils ont fait le refresh la semaine dernière. Ils ont juste, entre guillemets, changé la puce. Ils n'ont pas changé le reste du device. Alors que d'un point de vue ergonomique, c'est le deuxième truc après le prix. Après le prix, c'était clairement l'ergonomie qui allait mal. Ils voulaient pas réinvestir, ils ont pas changé les moules et le process de fabrication derrière parce que ça a coûté extrêmement cher et qu'ils ont probablement un autre produit. Ils préféraient rentabiliser Exactement. Ces itérations-là et faire un cycle de mise à jour plus tard, quoi. Mais donc, qu'est-ce qui est en train de se passer, en fait? Parce que toi qui, justement, as des sondes dans cette industrie, on a l'impression qu'il y a eu une sorte d'hiver de la VR, un moment où il y avait absolument rien qui se passait. Là, maintenant, il y a un produit par boîte qui sort par mois. par mois. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un lien avec Meta, justement, comme on en a parlé, qui, comme tu le disais, mettait un pognon monstre, faisait bouger l'industrie, ou pas du tout? Il y a un truc qui se passe côté utilisateur? Je pense qu'il s'est passé plusieurs choses en même temps qui se sont télescopées. Je m'explique. Premièrement, les investissements dans l'AR et la VR, malgré ce qu'on peut lire dans la presse et les réponses du marché, n'ont pas freiné. C'est-à-dire qu'il y a toujours une conviction extrêmement forte des GAFAM et des autres pure players dans le secteur en disant un des avenirs de la technologie, c'est ces interfaces aux machines, il faut continuer d'y aller. Et le jour où il y a une énorme pénétration de marché sur le consumer, il faut qu'on soit prêt. Donc c'est ce que fait Apple en patientant mais en travaillant très fort, c'est ce que fait Google en travaillant avec Samsung et Qualcomm, c'est ce que font les autres. Il y a aussi une compréhension beaucoup plus fine de l'utilisation des casques, notamment dans certains secteurs. Par exemple, on parle des GAFAM, mais il y a aussi Anduril, donc la boîte de Palmer qui a montré les premières vidéos du casque utilisé pour l'armée américaine, où ça a mis tout le monde par terre et tout le monde d'accord en disant « Ok, là, il y a un vrai usage parce que ça sert à te garder en vie. » Donc, en fait, là, le ROI, il est prouvé et il est pas mal. En fait, il y a une maturité gagnée en fait, sur certains usages qui nous a bénéficié énormément, où avant, c'était juste une console de jeu. Tu vois, c'est vendu et marketé comme une console de jeu à la Fnac, c'est Batman dans le Quest et voilà. Ouais, là, il y a une transition vers le business, en fait. Et d'ailleurs, Meta et Anduril, donc pour l'armée américaine, collaborent ensemble. Mais effectivement, il y a une maturité des usages où l'innovation a trouvé sa place. Ça a été très long, mais ça fait très plaisir. Et il y a autre chose qui se passe, et là, désolé de revenir là-dessus, mais l'IA voilà, a été un catalyseur énorme pour notre industrie, dans le sens où l'IA texte et image, ça marche très bien. Et en termes d'interface machine, le clavier de ton ordi, c'est parfait pour interagir avec, et ça génère énormément de valeur aujourd'hui. On s'est rendu compte que l'AR/VR, donc les smart glass et les casques, c'est l'interface parfaite pour à la fois capter de la donnée pour l'IA, pour de la robotique derrière.
Donc tu vois, ce que tu fais aujourd'hui en étant humain, je te filme sur une chaîne d'assemblage, je te filme en train de plier ton linge. Et en fait, ça va être de la donnée captée par 4, 6, 8 caméras, un IMU, etc. qu'on va donner à un robot qui n'a pas forcément une main humaine, mais grâce à l'IA et des données, va transposer ça de manière donc très, très captation de données, c'est le... Donc la captation de données par les lunettes et par les casques. Et donc là, une fois de plus, est-ce qu'on veut donner ça à Mark Zuckerberg ? Je pose la question, je pose ça là. Et après aussi, l'utilisation, donc tout ce qui est télérobotique, donc piloter un robot à distance, donc tout ce qui est assistance à distance. Et après, pour l'IA, donc c'est les cas d'usage que vous disiez, je prends une photo là, j'ai un signe en chinois devant moi, j'aimerais le traduire, ça c'est de l'IA en fait, quelque part. C'est déjà de l'IA. Google Translate, voilà, ça fait 15 ans que c'est de l'IA, on l'appelle plus comme ça, mais ça a trouvé son usage. Et donc, au-delà de la traduction, il y a plein de choses où le fait d'avoir un ordinateur avec qui on partage sa vision, c'est comme zinzin, tu vois, comme principe de science-fiction, on a un ordinateur qui partage notre vision, voire même qui voit les choses avant nous. Parce que c'est le cas, et ça arrive sur la caméra avant que ça arrive à ton œil. Dans notre cas, en fait, dans notre casque. Et ça, pour moi, c'est une énorme interface de commodité, en fait, entre l'IA, l'humain, et les robots qui vont aider les humains demain. Et tu me dis pas si je me trompe, j'ai l'impression qu'il y a une des problématiques de ces casques et de ces interfaces, ça a aussi été en termes de la bande passante pour interagir avec. Parce qu'il y a malgré tout, après de longues années, on s'est stabilisé sur une interface avec l'ordinateur où on a souris, clavier. Où mine de rien, on a quand même une bande passante qui est pas dégueulasse, quoi. On peut faire des choses assez précises et en même temps taper du texte assez vite. Enfin voilà, c'est pas mauvais. Et j'ai l'impression qu'un des gros freins quand tu passes du temps dans un Apple Vision Pro, c'est aussi ça, c'est que tu te dis mais tout va moins vite. J'aurais l'impression justement que, tu me dis ce que tu en penses, mais que l'IA, ce qu'elle permet aussi de faire, c'est de deviner beaucoup plus avec le contexte. Exactement. Ce que tu veux faire, en fait, l'intention de l'utilisateur. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que tu peux aller dire quelques mots, faire un signe, et grâce à ces modèles généralistes qui comprennent beaucoup mieux les concepts, le texte, les images, tu peux arriver à limite faire deviner ce que tu veux. C'est la différence entre les lunettes et les casques aujourd'hui. Des lunettes à une ou voire deux caméras et très peu de capteurs, un casque qui est plus gros, donc peut-être plus contraignant et surtout socialement, c'est pas du tout un objet qu'on voit dans la rue, mais pour certains cas d'usage, t'as beaucoup plus de capteurs, t'as beaucoup plus de puissance, et donc l'IA ou le programme qui est embarqué avec toi va te comprendre beaucoup plus et t'aider dans certaines tâches, et c'est ce qu'on fait nous avec des clients, par exemple pour la formation de chirurgien ou d'astronaute, tu vois, des choses à très haute valeur ajoutée, et ils préfèrent se tourner vers des casques aujourd'hui que vers des lunettes. Mais clairement, l'IA, c'est un catalyseur énorme, et je pense qu'on verra beaucoup de choses. On va continuer de voir beaucoup de choses entre ces grosses boîtes d'IA et des fournisseurs et des fabricants de casques et de lunettes. Parce que clairement, c'est une modalité extrêmement intéressante. Et je pense que, vous voyez, on a les LLM. Vous connaissez les VLM ? Ouais, voilà. Typiquement, t'es un VLM, tu vis dans un casque, tu vis ta meilleure vie. Parce que t'as accès à des flux de caméras dans tous les sens. Et c'est vraiment génial. On a des démos que je montrerai tout bientôt sur notre prochain produit. C'est fou. Enfin, moi, je le vois de ma petite fenêtre, mais clairement... Il y a un peu un feeling que, à la fois sur la technologie de la VR et sur la techno de l'IA, c'est comme si on était un peu avant un seuil où les deux ont une maturité suffisante avant qu'ils se rencontrent et qu'ils vraiment créent des usages vraiment nouveaux, quoi. Tu vois, il y a des vagues technologiques. Avant, par exemple, les télé 3D. On a oublié, mais ça n'a pas marché. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la vague IA. Alors, la vague IA, elle renverse tout le monde et elle est très, très... elle est énorme, mais parce que, je pense à juste titre, mais elle efface pas la vague AR/VR. Et même, il y a une complémentarité d'interface, comme je dis, entre les deux. Et du coup, je suis très positif, en fait. Et d'ailleurs, une société qui l'incarne bien, ça reste Meta. Meta investit énormément en IA, mais pour autant n'a pas arrêté d'investir dans la AR/VR. Et ils ont bien compris que les deux cohabitent extrêmement bien ensemble. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous n'avez toujours pas vu notre interview de Arthur Mensch, le CEO de Mistral, je peux que vous conseiller très vivement d'aller la voir. Elle est loin d'être obsolète puisque on revient sur l'origine de la boîte et comment ils s'y sont pris pour choquer le monde entier avec leur premier modèle. C'était dans cette vidéo.